Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Et on se paye la traite aujourd'hui à du coq à l'âne en ce 17 novembre. Jeudi, c'est notre dernière de la semaine. Bon après-midi, Amélie. Bon après-midi, Sly. J'ai dit qu'on se payait la traite parce que c'est un spécial Michael Jackson. Qui n'aime pas Michael Jackson? En fait, c'est pour souligner un anniversaire spécial. C'est l'anniversaire de l'album Thriller. Thriller, qui est son... C'est-tu son combienième album? Les gens, ils s'en doutent pas, c'est son 6e. C'est vrai? 6e album. Ben oui, avant ça, il y avait Got to Be There, Ben, Music and Me, Forever Michael. Ça, il était quand même assez jeune. Après ça, il y a eu Off the Wall aussi avec Quincy Jones qui était incroyable. Ah, ben moi, c'est là que je l'ai découvert. Voilà. En fait, là, il s'agit d'un album Off the Wall. C'était le premier chez Sony Music, si je me trompe pas. Et les précédents, les albums que je connais moins, c'était de l'époque de Motown. Oui, parce qu'il a commencé très jeune. Alors, c'est pour ça que, moi, j'ai pas connu cette époque-là. Alors, ben oui, 6e album pour Thriller. On va souligner le 40e anniversaire de cet album mythique qui a connu un immense succès mondialement. C'est toujours à ce jour l'album le plus vendu au monde. Alors, on va en parler aujourd'hui à du coq à l'âne et restez avec nous. On va vous faire entendre les plus gros succès de cet album-là, c'est-à-dire tout l'album au complet. Tout l'album au complet. À part 2 tunes, sur 9 tunes sur l'album, il y en a 7 qui ont été des singles et qui ont été dans le top 10. Donc, 7 hits. C'est complètement fou, hein? C'est fou, il ne s'en fait plus des albums comme ça, des albums à succès. Mais c'est ça qu'il voulait faire, hein? Il avait été très, très déçu de la reconnaissance de Off the Wall, qui était un autre chef-d'œuvre en quelque sorte. Puis, il n'avait pas eu la reconnaissance qu'il voulait avec cet album-là. Puis là, il a dit à Quincy Jones, je veux faire le meilleur album, là. Un album que toutes les tunes, c'est des killers. C'est tout des hits. Et puis, ben voilà, il a réussi. Quincy Jones, qui est une légende, hein, c'est le coproducteur de l'album Thriller. Alors, c'est toute une légende qui a travaillé avec plein d'artistes internationaux. Alors, on va y revenir. Pour l'instant, ben nos petites actualités du jour. Je te souligne, en fait, qu'hier, le 16, c'était aussi un anniversaire, mais de film, cette fois. C'est un de mes films préférés pour le temps des fêtes. C'est le 32e anniversaire, cette année, de Maman, j'ai raté l'avion! Home Alone. Mais là, oui. C'est parce que je t'ai dit hier, tu savais pas ça de moi, je crois. Je t'avais jamais dit, mais je suis sûre que j'en ai déjà parlé dans mes lives. Tu comprends pas, là. Là, on fait un spécial sur Michael Jackson, que c'est mon meilleur à vie, là. En plus, c'est mon album préféré à vie. Puis, j'étais une fan finie de Michael Jackson. Mais j'ai eu une autre époque après ça, où j'étais une fan finie, mais finie, là. C'est fini grave de Macaulay Culkin. Ça a commencé ça, en fait, juste après Home Alone, il a fait le film My Girl, l'été de mes 11 ans. Oui. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de lui. Mon Dieu, c'était l'homme de ma vie. Ah, c'était triste, hein, ce film-là. Oui, très triste. Alors, je suis devenue... mais tu sais, c'est pas je fais juste triper dessus. Non, tu sais, je collectionnais tout sur lui, là. J'avais une méga collection d'articles de partout dans le monde. Bon, une vraie groupie. Une vraie groupie, mais en plus, ça m'a appris beaucoup à parler anglais. J'avais des correspondants dans plein de pays. Puis, écoute, j'avais 13 ans, là. Puis moi, j'avais à peu près une centaine de correspondants partout dans le monde. Moi, j'écrivais des lettres à longueur de journée. Ça coûtait cher de time. Ça coûtait vraiment cher de time, échanger tout ça. Puis, mais c'était trippant, c'était le fun. Moi, j'aimais vraiment ça. C'est la même affaire aujourd'hui. Je trie des courriels, je réponds à des courriels. C'est moins de trouble un petit peu.
des courriels. Ouais, et c'est moins cher parce que c'est moins cher. On n'a pas de timbre à payer. Ouais. Mais il faut payer Internet à chaque mois. Ben, ceci dit, moi, c'est un film que j'écoute toujours dans le temps des fêtes. Il n'y a pas un temps des fêtes qui échappe. Alors, j'écoute et je réécoute. Maman, j'ai raté l'avion. C'est ma tradition. Et c'est sorti le 16 novembre 1990 et c'est toujours présent dans nos vies. Là, dans la culture populaire, c'est un classique. Et 2 ans plus tard, il a fait le deuxième. Et j'aime encore plus le Home Alone 2, moi. Je trouve qu'il est encore meilleur. Lui, c'était Perdu à New York, hein? Ouais, le 2. Ouais, ben, les deux sont excellents. Après ça, ils ont fait des tentatives de suite aussi. Puis ils ont même remplacé Macaulay Culkin dans un autre plus récent. Ouais, là, je pense. Mais il était irremplaçable, Macaulay Culkin. Oui, absolument, absolument. Ça, c'est un intouchable. Alors, je voulais le souligner parce que c'est le temps des fêtes qui approche, là. Alors, peut-être que c'est sur votre liste aussi de films à écouter dans les prochaines semaines pour se mettre dans l'ambiance. Cela dit, je suis contente que ça n'ait pas marché, lui et moi, parce que maintenant, là, il y a, je pense, 42. Je trouve qu'il n'a pas tant bien viré. C'est vrai, hein. Ben là, ça c'est le syndrome des enfants stars, hein, qui prennent une direction, plus ou moins. Puis même, saine. je sais pas si t'as spoté avec ton gaydar, là, mais moi je suspecte qu'il est dans le garde-robe. Lui, on dirait qu'il est gay, mais il a jamais été gay. Et il a jamais, je veux dire, il est hétérosexuel, mais moi je le vois, je dis ben voyons, il est gay, lui. Ça se peut. Mais je me suis jamais attardé à ça, mais ça se pourrait. En fait, il a vraiment disparu de la map. Il était justement marié, à cause de ses problèmes de drogue et de consommation. Donc, il était plus ou moins présent, mais oui, il s'est marié. Je savais même pas. Il s'est marié très jeune. Après ça, il est sorti avec Mila Kunis, la femme de Ashton Kutcher. Rien de moins quand même, mais c'est pas une oui, elle est actrice aussi, elle. Oui. C'est pas un pichou, comme on dit. Mais cela dit, il a l'air d'être un artiste très créatif qui fait ce qu'il veut. Lui, il est multimillionnaire, il s'en fout, fait qu'il fait juste les projets que ça lui tente, puis il s'amuse, puis il fait des folies. Des fois, je regarde ses trucs, je le suis sur les réseaux sociaux. Là. C'est un gars, il se prend pas au sérieux. Puis il a l'air vraiment cool quand même. Bon, ben la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore vivant parce qu'il y a plusieurs artistes qui en sont morts de leur dérape. Alors, il est encore vivant. Alors, salut Macaulay Culkin. Salut Macaulay, je t'aime. En tout cas, toi et moi, ça aurait pu fonctionner si t'avais été hétéro. Mais bon. Je suis sûr qu'il sait même pas que t'existes, là. Non, ben non. La fille, là, tu sais, qui prend ses rêves pour des réalités. Mais c'est juste pour souligner, franchement, là, quand j'étais jeune, mettons, je dirais 13 à 16 ans, là, les gens m'associaient à Macaulay Culkin. Après ça, c'était les Backstreet Boys. Il y a eu des étapes dans ma vie. Ah, Seigneur. On voit que t'as évolué, hein? J'admirais, je veux dire, je voulais être eux, là. Tu comprends? Moi, j'admirais des gens, puis je me disais, mon Dieu, je veux être cette personne. Hey, j'étais troublée, Colin. Ah, c'est important de rêver dans la vie. Oui. C'est bien. Amélie, avant de plonger dans notre spécial Michael Jackson, je voulais mentionner aux auditeurs que c'est vraiment le dernier sprint. C'est votre dernière chance de devenir VIP à Radio Unicité pour nous encourager à développer notre belle radio du Nouveau Monde. On a besoin de votre appui. J'ai notre merveilleuse adjointe, Ghislaine, qui attend de clore cette petite campagne-là pour vous donner les détails finaux de notre party de lancement, party de Noël et vos préférences aussi pour les t-shirts, votre couleur et votre grandeur. Alors tout ça là, doit se fermer là. Mettons demain. C'est ça. Là, vendredi. Oui, je voulais clore tout ça ce vendredi. Donc, c'est votre dernière chance. Si vous avez un petit 250 $ pour nous aider, on a beaucoup de changements qui s'en viennent en janvier. Alors, c'est très important votre appui. Et pour ceci, vous faites un virement à vip@unicité.ca avec la réponse à la question lancement. Donc, écrivez lancement pour bien identifier votre virement. Moi, je suis très visuelle, hein, ce live. Fait que quand j'entends ça, moi, c'est comme si j'entendais Charlie Brown parler, là. Les adultes dans Charlie Brown parler.
Moi, il faut que je le voie. Tu m'écoutes pas? Non, mais il y a des gens comme ça visuels. Il y a des gens auditifs que eux autres, ça leur parle. Mais pour les visuels, là, allez sur notre page Facebook, Radio Unicité. Puis dans le haut, il y a une publication d'épinglé avec toutes les informations pour devenir membre VIP. Parce que moi, je suis de ces gens-là qu'il faut qu'ils le voient écrit là, clairement, puis être sûr de pas faire une faute parce que je suis un peu cinglée, tu sais, bon, que tout soit parfait. Et vous allez recevoir un beau courriel de la part de Ghislaine après votre virement pour vous donner encore plus d'informations. Donc, on veut vous voir, on veut vous remercier et on veut vous gâter aussi. Vous avez aucune idée de ce qui s'en vient en janvier. Ça va être merveilleux à Radio Unicité. Nouvelles émissions, nouveaux animateurs. On va sortir l'artillerie lourde. Des invités qui vont vous flabbergaster, comme on dit. Ah oui, quelle belle expression. Mais oui, et on le ressent déjà, on l'expérimente là dans les derniers jours. On a eu des beaux invités. En fait, depuis le début, on est gâtés. C'est une belle aventure qu'on vous permet de vivre avec nous ensemble. Et lundi à l'émission, d'ailleurs, on a de la belle visite. Je vais le dire d'entrée de jeu parce que je suis vraiment excité de ça. On reçoit un des membres du groupe Bleu Jeans Bleu. Hein, Amélie? Fais-tu frais? Oui, moi, je suis bien dans mon coton ouetté. D'ailleurs, j'en ai parlé hier. C'est parce que tu diffusais en primeur leur nouveauté 2 jours avant que ça sorte. Donc, j'ai fait un live hier pour dire justement aux gens d'aller écouter ça. Puis j'imagine que la toune est en rotation maintenant à Radio. Oui, depuis hier, 16h, elle a joué également ce matin. Mais c'est drôle, une affaire de vanille, là, de crème à glace à vanille. C'est toujours très, très loufoque, les chansons de Bleu Jeans Bleu. Je me doutais que ça serait un truc de même, là, de fucking même, mais c'est drôle. Ils sont très créatifs. On va s'entretenir avec Claude lundi à l'émission du Coq à l'âme. Alors, il va nous parler de son nouvel album qui sort demain, vendredi le 18 novembre. Donc, lundi, on va faire le tour un peu de ce nouvel album-là et de cet univers-là qui est très coloré de Bleu Jeans Bleu. Alors, j'espère que vous aimez. Oui, en fait, je pense c'est un duo et puis fait qu'ils chantent les deux, ok, ouais. Ouais, je comprends. En tout cas, on va faire la lumière là-dessus avec lui, justement, lundi à du Coq à l'âme. C'est à ne pas manquer. Puis j'espère que vous aimez le nouveau single, le premier, en fait, de ce nouvel album-là qui s'appelle Top Minou. Oh mon Dieu! Ça va être drôle de parler avec. Il doit avoir un bon sens de l'humour, le gars, là. Fait que ça va être très chouette. Il doit pas être plate. Voilà pour nos petites nouvelles. C'est l'heure de plonger dans notre spécial. Non, on a un gazouillis du jour. Là, oui, je me suis dit, on fait un spécial Michael Jackson. Je vais aller voir Michael Jackson. Il est pas sur Twitter. Je me suis dit, peut-être une fan. Une fan page. J'ai de la misère matin. Après-midi. Tu vois, je suis mêlée comme un jeu de cartes. Bon. Ensuite, je suis allée voir Macaulay Culkin, puis il a pas tweeté depuis 2021, fait que là, je suis pas plus avancée. Ça va mal. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai fouillé, puis je me suis dit, je vais prendre mon propre gazouillis parce que j'ai tweeté ce matin. J'ai tweeté, j'invite les politiciens, journalistes et les médias à lire les commentaires sur leurs tweets et se questionner ensuite à savoir s'ils sont vraiment au service du peuple. Voilà, parce que je trouve ça assez scandaleux quand je lis des tweets de, comme je dis, politiciens ou les médias quand ils postent des articles ou des journalistes. Là, c'est bien gros, le retour du port du masque, puis les gens commencent à débattre là-dessus. Mais voyons, c'est juste de porter un masque pour protéger les plus vulnérables. Puis là, c'est revenu sur la map. Là, quand tu lis les commentaires, tu vois que les gens, ils sont plus là du tout. Alors, lisez les commentaires, vous allez avoir le pouls du peuple. Mais c'est évident qu'ils savent, là, ils sont pas fous, là, mais ils continuent malgré tout à servir la propagande plutôt qu'à servir le peuple. Voilà. Eh ben. Est-ce que t'es surpris? T'es-tu surpris? Avoue que là, t'es sous le choc. Oui et non, je te dirais. Je suis pas surpris parce que bon, je le vois là sur les réseaux sociaux comment les gens des fois ils l'échappent là. Mais je suis surpris parce que je me dis, coudonc, est-ce que les gens vont vraiment finir par se réveiller
et faire en sorte que ça cesse tout ça parce que on dirait que il y a comme un genre de, je sais pas si c'est un relâchement, mais tu sais, les gens ils disent bon, on n'a pas le choix. Ouais, mais je t'arrête, Sly. Les gens se sont réveillés. La plupart, là, je veux dire, bon, ça leur tente plus d'adhérer à ça, mais les médias, les politiciens, ils vont continuer, peu importe. Regarde, là, la preuve, là, tout le monde est contre eux. Mais ils peuvent pas continuer tout seuls. Bon, oui, ils peuvent. Qu'est-ce qui leur rend? Ben, à moins que tout le monde dise non. Mettons, si le masque redevient obligatoire. Si tu dis que les gens se sont réveillés. Oui, mais ils sont réveillés, mais ils vont le faire quand même parce que c'est ça que je te dis. On est quand même des moutons, tu sais. C'est ça, voilà, c'est ça que je te dis. On est des moutons peureux, qu'on soit des moutons noirs ou des moutons blancs, on reste des moutons peureux. Il y en a une gang qui ont peur du virus, comme Guy disait la semaine dernière. Les moutons blancs, ils ont peur du virus, les moutons noirs ont peur des coups de bâton. C'est pas compliqué. Ah ben oui, voilà. En tout cas, ceci dit, moi, je me cherche un chalet dans le bois. Là, si quelqu'un m'entend, je veux m'isoler pendant le temps des fêtes. Moi, j'attends encore que Elon Musk bâtisse sa communauté sur Mars et puis là, je vais me prendre un billet. Ça va être réglé. OK. Moi, je veux pas aller si loin que ça, là, mais quoique, je pourrais peut-être te suivre si tu veux de ma compagnie. Ouais, pourquoi pas. On va se faire une émission sur Mars. Mon Dieu, tu viens de me mettre sur une piste, là. Je prendrai pas trop de temps parce qu'on veut plonger dans notre spécial Michael Jackson, mais c'est parce que là, tu me parles de Mars. Là, il faut que je te dise, je suis en train de préparer ma prochaine émission du Bonhomme 7 heures et attache-toi et attachez-vous, chers auditeurs, parce que j'ai un invité de marque, là, mais qui va vous faire frissonner. Okay. J'en dis pas plus. Mon Dieu, mais non, j'ai hâte de savoir ça. Ouais, c'est vraiment à ne pas manquer. Je vais faire l'annonce là, dans les prochains jours. En fait, l'émission, la deuxième du Bonhomme 7 heures, va avoir lieu le 30 novembre. Et puis, moi, je vais faire mon possible. Je suis vraiment excitée de parler de l'album de Michael Jackson. Comme je dis, c'est mon album préféré de tous les temps. Puis c'est un sujet qui me passionne. J'aime beaucoup la carrière de Michael Jackson. Mais je vais faire mon possible. J'étais un peu perturbée avant qu'on commence l'émission parce que je me suis rendu compte ce matin que je me suis fait hacker. Je sais pas ce qui se passe. J'ai de quoi de mystérieux avec mon compte Facebook. Là. Quelqu'un a payé des pubs par mon compte. En tout cas, je dois gérer tout ça. Mais c'est spécial comme... C'est spécial. Le monde est bizarre. Comment c'est même possible? Bref, ça m'a perturbée. Tu sais, quand on se fait comme voler ou frauder ou on se sent comme tout croche, mais c'est un petit peu comme ça que je me sens. Fait que là, on va s'élever avec la musique élevante de Michael Jackson. Ça va faire du bien. Je respire puis je fais sortir le méchant. Et on va-tu en musique pour justement se détendre parce qu'on va écouter le premier extrait qui est vraiment très doux, très beau. Et ça frappe fort là comme premier extrait d'un album puisque c'est un duo avec une sommité de la musique, un ancien Beatles. Ouais, c'est très spécial quand même. C'est une super bonne tune, The Girl Is Mine. Mais c'était spécial que ça soit le premier single de cet album-là. On dirait pas que c'est le single le plus représentatif. Puis ça a d'ailleurs été une critique. Beaucoup de monde ont critiqué ce choix de premier single comme un très mauvais choix parce que c'est rien comparé aux autres chansons comme plutôt chef-d'œuvre de cet album. Mais j'avoue que c'était peut-être un coup de marketing vu que c'était avec l'ancien Beatles, Paul McCartney. C'était quand même un bon coup pour partir ça, là. Alors, oui, c'était le premier single de Thriller, écrite par Michael, d'ailleurs. Et juste un petit clin d'œil j'y reviendrai après la chanson. Tiens, on va aller l'écouter, on va se calmer les nerfs, puis après, une petite anecdote. Ça va nous mettre dans l'ambiance. Et aussi, je voudrais qu'on écoute un extrait d'entrevue avec le coproducteur Quincy Jones qui va nous parler justement de la chanson The Girl Is Mine. Mais la voici d'entrée de jeu à Radio Unicité pour souligner les 40 ans de cet album mythique de Michael Jackson, sorti le 30 novembre 1982. Voici The Girl Is Mine à Radio Unicité. C'était le premier extrait de l'album Thriller de Michael Jackson en 1982, The Girl Is Mine, en duo avec nul autre que Paul McCartney. Est-ce que ça t'a calmé, Amélie?
Oui, quand même, c'est cute comme chanson. Puis ça, c'était une demande spécifique de Quincy Jones. En fait, sur cet album-là, je pense qu'il y avait des thèmes. Puis il disait, bon, ben écris-moi une toune là-dessus, écris-moi une toune là-dessus. Puis là, il avait dit à Michael d'écrire une toune à propos de 2 hommes qui chicanent pour une fille. C'est de base comme sujet. Et puis, Michael, il a dit qu'il s'est réveillé en pleine nuit, puis il a tout enregistré ce qu'il avait dans la tête. Là, ça y a comme été téléchargé pendant la nuit, si on veut, là, la mélodie, le keyboard, les strings, il a fait tout avec sa voix, puis enregistré ça. Je pense que c'est un petit peu la méthode de Michael. Il faisait les instruments et tout ça avec sa propre voix, pardon. Oui, il enregistrait ça sur un petit truc, là. Ouais, et ça a donné cette merveilleuse chanson qui était, comme on dit, le premier single qui a été beaucoup critiqué. Et c'est vrai que c'est cute comme chanson, là. Oui. Tant qu'à moi, ça ne représente pas vraiment bien l'album. Et celle-là aussi a atteint le top 10. Dans le fond, sur l'album, il y a 9 chansons. Puis là-dessus, comme on a dit au début de l'émission, il y a 7 chansons qui ont été des singles puis qui ont atteint le top 10. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Dont Beat It et Billie Jean, qu'on va entendre plus tard, là, qu'eux autres qui ont atteint le numéro 1. En général, l'album Thriller, c'est quand même un amalgame assez spécial de... Tu sais, c'était comme la fin du disco à ce moment-là, en 82. Donc, ça. Il y a comme l'influence du disco encore, mais il a voulu laisser tomber ça pour aller plus vers un son pop, rock même avec Beat It. Il y a du funk R&B. C'était un bon mix de plein de styles, mais qui a laissé un petit peu tomber son ancien genre plus Motown, là. Exactement, c'est ce que j'allais dire parce que c'est un croisement là de plein de styles, mais c'était aussi pour faire une démarcation avec l'ancien. Donc j'aime bien ce mélange-là qu'on retrouve sur cet album-là d'ailleurs. Et au niveau des thèmes qui sont abordés aussi, c'est très varié. On passe de la romance à la paranoïa, même. Je pense que avec Billie Jean. Billie Jean, oui. Cette espèce d'histoire. Hey, j'ai vraiment un autre extrait d'entrevue avec Quincy Jones par rapport à Billie Jean. Alors, ça va être intéressant. Puis, on parle aussi de surnaturel. Et bien, évidemment, avec Thriller. Avec Thriller, oui. Ouais, alors, c'est très varié. C'est très intéressant. Moi aussi, tu disais que c'était ton album préféré de tous les temps. Ben, moi aussi. C'est vraiment mon numéro 1. Il est au top et on peut pas déclasser ça, là. Non, on peut pas le déclasser, c'est clair. Mais moi, je me rappelais que c'était mon album préféré, mais on s'entend que ça faisait des années que j'avais pas écouté cet album-là. Puis pour préparer cette émission-là, ben je me suis remis dans le beat, disons. J'ai chanté beaucoup Thriller, Beat It, Billie Jean, Wanna Be Started Something. Moi, j'ai chanté ça souvent, là. Mais des chansons comme, par exemple, Human Nature, j'ai dit, tiens, je vais aller me réimprégner de ça. Je me rappelle plus vraiment. Et puis, mon Dieu, que c'est bon encore. C'est comme vraiment intemporel. C'est encore bon aujourd'hui, cet album-là. Tu sais, il est pas, à part une tune comme Wanna Be Started Something qui fait un peu style disco, mais c'est encore écœurant. Mais ça joue d'ailleurs. Ça, c'est dans le répertoire de Radio Unicité. Vous l'entendez de temps en temps. C'est un classique. Et c'est fort cet album-là parce que si on regarde les grandes lignes, ben tu retrouves un duo avec Paul McCartney, la grosse guitare rock de Eddie Van Halen. Eddie Van Halen. Non, mais il faut le faire, là. C'est Eddie Van Halen qui fait le solo de guitare de Beat It. C'est aussi l'album le plus vendu de tous les temps, donc c'est pas pour rien. Alors, combien on a trouvé? 70 000 copies? Parce que moi, j'avais souvent entendu qu'il avait été vendu à plus de 100 000... Pas 70 000, qu'est-ce que je dis là? 70 millions. Ouais, j'avais entendu 100 millions, mais ce que j'ai lu, les derniers chiffres, là, c'était 70 millions de copies vendues. Ouais, ben là, selon la maison de disques Sony, là, je pense qu'il n'y a pas personne de plus officiel que ça, et les héritiers de Michael Jackson, il se serait bien écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires. Ah ouais? Ouais. Bon, alors ça, c'est des informations récentes que j'ai trouvées. Alors, je sais que ça a été le premier album numéro 1 de Michael Jackson au Billboard Top LPs and Tapes. Et puis il a passé 37 semaines, je sais pas si ça a déjà arrivé pour un autre album, là, 37 semaines au numéro 1 de février 83
C'est fou. Avril 84. Pas consécutive, là. Pas des semaines consécutives, mais quand même, entre février 83 et avril 84, donc 2 ans plus tard, presque, là, 1 an et demi plus tard, il était encore au numéro 1. Ça, c'est assez spécial quand même. Je crois pas que ça s'est déjà reproduit dans l'histoire de la musique. C'est un album qui avait un budget de 750 000 $. Donc, même pour aujourd'hui, c'est énorme. Là. Maintenant, les gens mettent plus 750 000 $, de budget dans un album. Là. Peut-être Madonna. Peut-être les grandes stars internationales. Lady Gaga, Madonna, les superstars. Mais, je veux dire, pour cette époque-là, en 82, c'était quand même énorme. C'était quelque chose. Et savais-tu qu'on a failli ne pas avoir cette collaboration-là de ces deux génies-là, Michael Jackson et Quincy Jones, parce que la compagnie de disques ne voulait pas de Quincy. Ouais, ils voyaient en fait ce producteur-là d'un mauvais œil parce qu'il venait vraiment de l'univers du jazz. Puis le jazz, ça vend pas, c'est très connu. C'est un beau style musical, mais ça fait pas vendre. Alors la compagnie de disques ne voulait pas de Quincy Jones. Incroyable. Hein? Déjà, c'est une belle leçon, ça. Je peux pas croire parce que Off the Wall était déjà méga, cet album-là. Là. Tu sais, quand on pense au gros hit Don't Stop Till I Get Enough, Keep On. Ouais. Ou ben I Wanna Rock With You. Ah oui, c'était des bonnes chansons. Mais ça n'avait pas connu le succès escompté. Hein? Ça n'avait pas été à la hauteur de ce que Michael Jackson voulait. Ah non, exactement. Puis c'est intéressant parce que lui, il trouvait que c'était un grand album, Off the Wall. Puis c'est ça, il disait qu'il n'avait pas obtenu la reconnaissance qu'il croyait qu'il aurait dû avoir. Puis là, quand il a eu 21 ans, ça c'est en août 79, il a engagé John Braca comme manager, comme gérant, comme Sly. Puis il a dit à son gérant, je veux être la star la plus riche puis la plus grande star au monde. Et finalement, il l'est devenu. C'est fou. Un peu comme Shania Twain avait fait pour son manager, avait dit la même chose. Je veux être la plus grande star du monde. Puis dis-moi pas que tu vas me dire ça toi aussi, là. Je veux être la star la plus riche et la plus grande de tous les temps. Fait que arrange-toi avec ça. C'est noté. Petit fun fact, Rolling Stone lui avait refusé une page couverture à Michael Jackson pour faire un cover story sur lui. Je sais pas comment on dit ça en français. Une histoire. Un article sur lui. Un portrait. Un portrait sur lui. Et je pense que ça avait piqué Michael Jackson. Puis là, il avait dit... en fait, la raison pourquoi, c'était parce que des noirs à l'époque sur un cover de magazine, ça vendait pas. T'sais, on peut pas te mettre sur Rolling Stone parce que le magazine ne vendra pas. Fait que là, Michael, lui, il s'est dit... Un jour, je vais être la plus grande star, puis ils vont me béguer, ils vont me supplier pour faire des entrevues avec moi, et peut-être que je vais leur en accorder une, et peut-être que non. ça va être si ça me tente. Quelle attitude. Tu sais, c'est que t'es un gars tellement déterminé, une tête de cochon, puis je suis bien contente. Puis d'ailleurs, il a été un point tournant par rapport aux artistes noirs. Que là, ils ont commencé à avoir la reconnaissance et le respect. Puis ça a été un peu le point tournant en même temps que maintenant, les artistes blancs écoutent les artistes noirs, ou peu importe la couleur, là, ça a plus d'importance. Je pense qu'avant, c'était plus divisé. Tu sais, il y avait la musique de noir et la musique de blanc. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Fait que ça a été Michael Jackson qui a créé un petit peu cette union-là. Tu sais, comme la Radio Unicité, réunir les deux mondes, mais lui, c'est ça qu'il a fait. Yeah. Génial. Oh, quel classique! Billie Jean de Michael Jackson, toujours extrait de l'album Thriller qui fête son 40e anniversaire et on a décidé d'en faire un spécial aujourd'hui à du coq à l'âme. C'était bon, hein, ça? Billie Jean, ça ne meurt jamais. Non, c'est en plus probablement la ligne de bass la plus... reconnaissable, la plus populaire de tous les temps. Oh mon Dieu, oui. Oui. C'est comme du génie, mais c'est tellement simple en même temps. Donc, avec Billie Jean, là, Michael Jackson il a sorti l'artillerie lourde, comme on dit, puis ça a atteint le numéro 1, celle-là, parce que The Girl Is Mine, ça n'avait pas atteint le numéro 1. Celle-là a atteint le numéro 1 du Billboard, puis est restée pour 7 semaines. Puis c'est Michael Jackson qui l'a écrit, celle-là aussi. Il a écrit 4 albums sur l'album. 4 chansons. Celle-là, Beat It, hein, rien de moins, The Girl Is Mine, et puis You Wanna Be Starting Something. Donc, c'est lui qui a fait ces 4-là. Et aussi, c'est devenu le single le plus vendu de Michael Jackson, Billie Jean. C'est quand même encore sa chanson
sa chanson signature, là, si on veut. Là, oui. Et c'est devenu d'autant plus fort parce qu'il avait inclus le moonwalk dans cette chanson-là en spectacle et dans son vidéoclip. Alors, ça a aidé grandement à collaborer au succès de la chanson parce que tout le monde tripait de le voir faire ce geste-là. Oui, ça avait commencé, tu te rappelles, c'était le 25 ans de Motown. C'était un spécial télévisé, puis Michael Jackson avait fait Billie Jean en live. Puis c'est là pour la première fois qu'il a fait son moonwalk. Là, le monde était « What? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? » Ah oui. Ben, c'était un incroyable danseur, Michael Jackson. Là, je pense que la musique était en lui, et pas je pense, la musique était en lui. Il la dégageait. Moi, là, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir vu Michael Jackson en spectacle. Moi aussi. J'ai vu des grandes stars comme Madonna, Janet. J'ai vu Janet, sa sœur, quand même. Je suis content d'avoir vu une Jackson. Et il y a quelques années, j'ai quand même vu les Jackson 5 en spectacle. Quand même. Et ça, je te jure, Amélie, c'était les Jackson 4 ou non, ils étaient 5 frères. Ils étaient les 5 frères. Non, Michael n'était pas là, évidemment. Non, mais il était 6, en fait, frères. Donc là, sans Michael, ils ont peut-être pris l'autre. Puis il était ça. Non, il y avait bel et bien 4 Jackson sur scène, mais en fait, je pense qu'ils s'appellent maintenant les Jackson tout court. OK, ouais. Et je les avais vus, je pense en 2016 ou 2015-2016 dans ce coin-là. Ils étaient venus à Montréal au festival juste pour rire. Et laissez-moi vous dire que c'était pas pour rire parce que j'en ai eu des frissons. J'ai pleuré dès le début du spectacle. Oui, j'étais ben trop ému. Écoute, c'est les Jackson qui sont en face de toi. Ils ont commencé le spectacle avec Can You Feel It, qui est vraiment magistral, cette chanson-là. Donc, ça avait vraiment fait déborder là, mes émotions. Alors, j'ai adoré ça. Pour revenir à Billie Jean, le vidéoclip, là, c'était le vidéoclip qui a amené le plus d'attention, disons, mainstream à MTV, là, tu le dis, MTV qui était un channel là, pas très connu à ce moment-là. Puis c'est Michael Jackson, en quelque sorte, qui les a mis sur la map, comme on dit, qui les a mis sur la carte. C'était la première fois que le channel, il diffusait régulièrement le vidéoclip d'un artiste noir. Fait qu'encore une fois, à ce moment-là, MTV, c'était plus culture blanche. Il y avait encore cette séparation-là. On parle de 1983, là, ça fait pas si longtemps que ça. On a fait du chemin en maudit. Maintenant, les artistes noirs sont encore plus populaires que les blancs. Non, je te dis qu'on a fait du chemin pas à peu près. Il y a eu toute une évolution. Oui, vraiment. Je meurs d'impatience d'écouter le fameux solo d'Eddie Van Halen dans Beat It. C'est le prochain extrait qu'on vous offre de l'album Thriller. Et ça, c'est le côté plus rock de l'album. Il y avait le guitariste de Toto, Steve Lukather. Oui, ben ça se fait. C'est lui que je pense que c'est lui qui écrit PYT aussi, si je me trompe pas. Toto? Non, Human Nature. OK. Ouais, Steve Porcaro, c'est ça? En tout cas, je sais pas si lui, il a joué sur Beat It, mais il a composé Human Nature, en tout cas. Ben là, moi, je te parle du guitariste de Toto qui s'appelle Steve Lukather, qui est aussi sur la chanson Beat It qu'on va entendre. Moi, j'ai souvent chanté ça, Beat It, parce que j'étais dans un groupe rock, fait qu'on faisait Beat It, et puis... Sais-tu, ce qui est intéressant, nous, dans mon groupe rock, si on auditionnait des guitaristes, l'audition, c'était... faut que tu joues le solo de Van Halen dans Beat It. Ah, mon Dieu, OK. Si le gars était capable de faire ça, là, on se dit, OK, parfait. Il est engagé. T'es engagé. Parce que souvent, moi, ce que j'aimais pas, c'est que les guitaristes, en live, ils faisaient ce solo-là, mais ils l'interprétaient un peu à leur façon. Moi, quand je jouais Beat It, il fallait que ça soit à coche. Fidèle au vrai solo. Moi, ça m'énervait, là, un guitariste qui jouait ce solo-là n'importe comment. Fait que c'était mon critère. J'étais impitoyable. Mais on va écouter ça tout de suite. Beat It de Michael Jackson avec le vrai solo d'Eddie Van Halen.
Wow, beat it! Michael Jackson, et ça, même si j'ai pas de cheveux, ça dépeigne. Ça dépeigne. Et c'est Quincy Jones, hein, encore une fois, c'est comme toutes des demandes spéciales, là, qui voulait, il avait encouragé Michael Jackson à faire une tune rock sur l'album. Donc, on n'est pas habitué de voir Michael chanter du rock, mais je crois qu'il voulait aller chercher la jeunesse de l'époque, tout ça. Puis ça a bien fonctionné. Ça lui allait bien parce que il est vraiment très énergétique là. Si je me fie au vidéoclip, tu sais quand il crie là, oui. Il est vraiment. C'est un beau clip ça aussi, Beat It. Hein, ça a été quelque chose comme un petit film là, avec de la confrontation, de la bataille. Oui, mais veux-tu savoir le plus fou? Oui. Moi là, je croyais pas ça. C'est que Michael Jackson, il avait engagé des vrais membres de gangs de rue rivaux à Los Angeles. C'était les Crips et les Bloods. Parce qu'ils voulaient non seulement ajouter de l'authenticité à cette tension-là, mettons, en engageant c'est pas eux qui ont dansé, on s'entend-tu, là, mais pour faire les rôles, mais ils voulaient aussi favoriser la paix entre eux. C'est-tu assez beau, ça? Wow! Quand même. Hein? Donc là, il y avait une pierre deux coups. L'authenticité de la rivalité, puis de la violence, puis de la tension dans l'air, mais en même temps, le vidéoclip, le tournage a dû amener peut-être la fraternité entre eux. Fait que, bref, c'est vraiment cute. Et un autre fait intéressant sur Beat It, c'est que quand Quincy Jones a appelé Eddie Van Halen pour lui demander de faire le solo dans la chanson. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il pensait que c'était un prank call, un tour de téléphone. Une blague? Oui, il pensait Dieu, pas que c'était sérieusement? vrai. Il pensait pas que c'était vrai, puis finalement, il a accepté. Franchement, un fou d'une poche, c'est sûr qu'il l'a fait. Et il l'a fait gratuitement. Les gens dans son entourage disaient, mais voyons, t'es fou. Il disait, moi, quand je sens de faire quelque chose, là, ça pousse, je le fais, puis il l'a fait gratuit. Et regarde, tu vois, c'est devenu un des plus grands solos de guitare de l'histoire de la musique. De tous les temps, absolument. Il a dû travailler avec Michael Jackson, ça a été une de ses plus belles expériences à vie. Ah ben j'en doute pas parce que il était très gentil apparemment. Je l'ai pas côtoyé malheureusement, mais oui, il avait l'air vraiment gentil avec les gens. Donc ben voilà, je suis content de savoir ça. Sur l'album là, on entend aussi un peu de je sais pas si on peut pas considérer ça comme du rap, mais il y a une genre de rythmique un peu rap sur le prochain extrait qui a été Wanna Be Started Something. Oui, ça, c'était la première chanson sur l'album, d'ailleurs. Peut-être qu'il voulait pas trop traumatiser les gens. Il a dit, je vais commencer avec une toune qui leur rappelle le bon vieux Michael Jackson. C'était la piste numéro 1. Ben oui, c'était le quatrième. C'était ça. C'était le quatrième single, mais c'était la première toune de l'album. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Michael qui l'a écrit aussi. Et c'est vraiment mémorable, ce refrain-là de chanson. Mais, scandale, Amélie, c'est un sample sans autorisation qu'il y a sur Wanna Be Started Something. Ouais? C'est une chanson qui s'appelle Soul Makusa. Mais le Mama Say, Mama Say, Mama Kusa. OK, ça, c'était sans autorisation. Exactement. C'est un il aurait sample. dû le demander et voir qu'il aurait dit non à Michael. C'est bizarre, hein? Ben oui, tu fais l'album de ta vie puis tu demandes pas l'autorisation pour prendre un sample. Et justement, son créateur de ça, le Soul Makusa, c'est le saxophoniste Manu Dibango, qui est une figure vraiment très connue de l'afro-jazz. Et il a intenté une série de procès pour plagiat. Il a fait des milliards. Ils ont fait des milliards avec Thriller. Il aurait pu dire, tiens, on te donne 10 millions, puis ferme ta gueule. Mais c'est ça, finalement. En fait, ça s'est soldé par un arrangement financier là, de ce genre-là. Je connais pas les détails, mais ça s'est finalisé à l'amiable. Alors, mais c'est quand même particulier parce que c'est une partie vraiment importante de la chanson, ce petit bout-là. Il y a même Rihanna qui l'a repris dans sa chanson Don't Stop the Music. En 2007. Je l'ai chanté cette tune-là en plus. Ouais. On l'écoute pour notre dernière de la semaine. Ça nous fait bouger, ça nous fait penser que la fin de semaine s'en vient. Voici Wanna Be Started Something de Michael Jackson de l'album Thriller qui fête ses 40 ans. Bon, ben avec ça, on est dans le beat du week-end, ma chère Amélie. Savais-tu quoi pour Wanna Be Started Something? Michael, il avait écrit cette chanson-là originalement pour sa sœur, Latoya. Ah oui?
C'était à propos de ses relations houleuses avec ses belles-sœurs. Je ne sais pas si les belles-sœurs dans le sens les blondes de ses frères, là, mais en tout cas, Michael a fini pour l'enregistrer pour lui-même. Merci beaucoup, Michael. Parce que c'est une excellente tune. Je suis contente que ce soit lui qui a chanté. Et Pitchfork, c'est un magazine de musique en ligne, avait placé la chanson au numéro 2 des 200 meilleures chansons des années 80. Rien de moins. C'est vrai que c'est une très bonne tune. D'ailleurs, Beat It, je l'ai pas mentionné, mais il avait atteint celle-là aussi numéro 1. Beat It et Billie Jean qui a atteint numéro 1. Puis ça a été la chanson numéro 5 de 83. Puis oui, je voulais dire aussi que ça a été le single de plus vendu de tous les temps. Beat It. Un des singles le plus vendu de tous les temps. Il a vendu 11 millions de copies. Peut-être pas le single, là, mais un des singles. Il a surpassé Billie Jean, parce que c'était Billie Jean ça, c'était celui qui a vendu le plus... je suis toute mélangée. Billie Jean, je pense que c'est... je trouve plus dans mes notes ce que j'ai noté, là. En tout cas, bref. En tout cas, les deux, c'est un des singles le plus vendu de tous les temps. C'est peut-être pas le plus, mais un des singles les plus vendus de tous les temps. Voilà. Michael, c'est tout le temps un de ceux de plus de tous les temps. Puis là, après ça, dans les listes, là, t'as tout le temps Michael, puis en 2, t'as ta petite Madonna, tu sais. Mettons, le clip qui a coûté le plus cher. En numéro 1, t'as Michael, puis en numéro 2, t'as Madonna. Mais là, attends, le clip le plus populaire. Il y a des numéros 1 de Madonna aussi, là. Attends une minute, là. Attends un peu, là. Oui, je suis pas sûre, là. là. Madonna, elle bat pas Michael. Mettons, si on parle du meilleur clip, là, selon différents palmarès, là, c'est subjectif. Ben, t'as souvent Madonna au numéro 2 ou clip le plus cher, tu sais, si on tient compte de l'inflation, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des clips qui coûtent une fortune, mais par rapport à ce temps-là, je pense Express Yourself avec une fortune aussi. Oui, dans les millions. Mais si tu veux, on mélangera pas les cartes, puis on fera un spécial Madonna. Je voulais faire un petit clin d'œil à ta petite Madonna, là. Pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, on aura un spécial Madonna. On a déjà célébré les 30 ans de Erotica. Mais Madonna, en général. Hein? C'est dangereux faire des spéciales Madonna. C'est dangereux. C'est amusant. Moi, je trouve ça divertissant. Fait que elle aussi, c'est parce que en fait, Madonna, c'est la reine de la musique pop et Michael Jackson, c'est le roi du pop. Donc, j'essaie encore de retrouver mon single là, de Beat It. Mais Seigneur, je trouve pas mes notes. Mes notes, j'en ai tellement beaucoup là que. Écoute, peut-être que je peux te donner la pause musicale pour y revenir, mais de toute façon, comme tu as dit, avec Michael, c'est toutes les plus vendues. C'est tout le temps ça, exactement. C'est tout le temps ça. On pense à une pièce, je pense que tu l'avais oubliée, celle-là. Je voulais m'en réimprégner, c'est pour ça que je vais aller la réécouter. Mon Dieu, quelle pièce incroyable. Human Nature, ça, c'était le 5e single. C'est tellement bon, là. Ça s'écoute comme en boucle. C'est pas une chanson, on dirait que c'est une expérience spirituelle. C'est élevant, c'est intemporel. C'est un chef-d'œuvre, cette chanson-là. Et on s'entend-tu qu'elle a été sous-estimée, là? Mais on dirait que ça fait planer. Ça peut être un accompagnement. Tu peux l'écouter attentivement. On dirait que Michael, il a une voix d'ange sur cette chanson-là. C'est tellement beau. C'est celle-là que je disais qui a été écrite par Steve Porcaro. Je sais pas comment on dit son nom. Porcaro, du groupe Toto. Qui chantait Toto, c'est Africa. Oui, absolument. Parce que sa fille est rentrée en pleurant de l'école, puis elle disait qu'il y a un petit gars qui l'avait poussée. Puis là, lui, il avait dit à sa fille, c'est sûrement parce qu'il t'aime bien. Tu sais comment que c'est, les petits gars, là. Puis c'est la nature humaine. It's human nature. Fait que là, ça y a inspiré cette chanson-là. Et que c'est bon, hein? Human Nature, Michael Jackson, le 5e extrait de l'album Thriller qui fête son 40e anniversaire. Et on souligne cet anniversaire-là aujourd'hui à du coq à l'âme. Tu vois, c'est le côté humain de Michael Jackson qui ressort. Il faisait déjà du bien à cette époque-là. C'est un artiste quand même engagé parce qu'il défendait plusieurs causes, dont les animaux, la nature, l'être humain. Ouais. Et plus ça allait là dans ses albums un peu plus récents, là, plus c'était présent. Tu sais, dans l'album Dangerous History, c'était encore plus comme activiste là, ses paroles. C'était bon ces albums-là aussi. Les albums qui ont suivi, là, Bad, Dangerous History, Invincible,
C'était des bons albums aussi. Ben, c'est certain, c'est pas un artiste marquant pour rien, là. Il y a vraiment un catalogue impressionnant. Et puis, quand ton album fait encore parler 40 ans après, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un accomplissement d'une vie. Et te rappelles-tu de ça, Sly? C'est sûr que tu vas t'en rappeler. Toi, tu devais être comme moi à écouter les American Music Awards. Puis ça, plus jeune, ben oui, j'écoutais ça toujours. En 84, les American Music Awards. Moi, j'écoutais ça parce que ma mère, elle tripait sur la musique. Fait que c'était toujours un happening à chaque année, les American Music Awards. Puis regarder surtout les performances des artistes, ça. Puis Michael Jackson, il avait remporté un nombre record de 8 trophées cette soirée-là. Puis c'était quasiment embarrassant parce qu'il remportait toutes les catégories dans lesquelles il était nominé, évidemment. Puis là, il se levait, puis c'était quasiment gênant. Là. Il savait plus quoi dire. C'était comme un peu embarrassant pour les autres artistes. Parce que Michael était très humble, hein? Oui. Il était très terre à terre, très humain. Donc, ouais, je comprends que il a pu être mal à l'aise en raflant tout ça, là. Ben, puis en plus, j'étais très jeune, donc c'est spécial parce qu'à cet âge-là, tu réalises pas à quel point c'est exceptionnel là, que tu assistes à un truc historique, puis je pense pas que ça va jamais se reproduire un album qui a du succès comme ça, tu sais, ça, avec les nouveaux paradigmes dans l'industrie de la musique, ça peut plus arriver. Fait qu'à quelque part, on peut se dire que Michael Jackson va toujours rester le plus grand. Ah, ben pour moi, en tout cas, oui, je sais pas pour vous, ce que Michael Jackson a fait dans votre vie, peut-être nous écrire sur notre page Facebook de Radio Unicité si vous avez un souvenir relié à cette époque-là, ou cet album-là précisément. Toi, t'en as publié un et tout un aujourd'hui à propos de cet album-là, de cette époque-là. Oui. Un souvenir qui... ça paraît sur la photo que t'es ému. C'est au Grammy Museum à Los Angeles parce que je travaillais à ce moment-là dans les salons de l'auto partout aux États-Unis. Puis là, j'allais au salon. Je travaillais au salon de l'auto de Los Angeles. Et donc, j'en ai profité pour aller au Grammy Museum. Et puis, il y a le fameux manteau de Thriller. Alors, j'ai pris une photo avec ça. C'était vraiment, pour quelqu'un qui aime la musique comme moi, là, c'était trippant, cette expérience-là au musée. Et aucun rapport, mais la fille qui travaillait avec moi, on n'était pas sur le même chiffre, comme on dit, mais elle a servi le père de Michael Jackson. Elle a failli tomber en bas de sa chaise. Elle l'a reconnu. Puis Joe Jackson est allé y poser une question sur je sais plus quel véhicule. Là. Puis elle a répondu à Joe Jackson. Eh ben. Moi, j'ai servi Rémi Girard au Salon de l'Auto de Montréal. Mais elle a servi Joe Jackson à Los Angeles. Non, mais pour le Québec, Rémi Girard, c'est un monument aussi. C'est un excellent acteur. Mais le pire, c'est que j'aimais pas vraiment ma job, tu sais, puis fait que il me posait des questions que je savais pas nécessairement toutes les répondre. Je me sentais vraiment ridicule à essayer de servir le mieux possible Rémi Girard, puis que dans le fond, je l'avais pas pantoute. Ah mon. J'étais pas à ma place. J'aimais l'aspect voyage, c'est ça qui m'intéressait, tu sais, comme justement j'allais dans des petites villes que personne n'a jamais été de leur vie, mais j'allais dans des grosses places comme ça, Portland, Los Angeles, San Francisco. C'était trippant de pouvoir visiter. Quand j'ai fait le salon de l'auto de San Francisco, j'étais allée visiter Alcatraz, puis c'est vraiment une ville merveilleuse, donc c'est des super belles expériences. Voilà, le musée des Grammys à Los Angeles. Là, ben, en tout cas, moi, je suis bien jaloux de ça. C'est un manteau légendaire que j'aurais aimé toucher. On pouvait pas le toucher, hein? Non, il y avait une vitre par-dessus. C'est pour ça que je fais une face en voulant dire « Ah, j'y touche presque ». Mon Dieu, moi j'aurais aimé ça voir ça. Si j'étais millionnaire, là, je ferais une offre sur ce célèbre manteau-là, l'authentique. Oui, mais je me demande, sûrement qu'il y a déjà un grand collectionneur qui voulait acheter ça, mais ça a comme probablement pas de prix, j'en sais rien. Je sais pas comment. C'est pour ça qu'il est au musée. C'est ça, mais moi, je me suis consolée parce que mes parents m'avaient acheté un gant de Michael Jackson, c'est le célèbre gant blanc. Là, oui, ça devait être le vrai. Ça devait être celui de Billie Jean qui chantait je pense pas à que mes parents avaient autant d'argent que ça, là.
mais quand même si c'était une réplique, moi j'étais tout content. Là, je dansais dans mon sous-sol sur la musique de Michael Jackson. Puis là, j'avais mon gant, puis j'essayais de reproduire les mouvements justement dans ses clips et tout ça. Puis là, ben de te raconter ça, ça me donne le goût de danser. Et on va le faire avec le prochain extrait. Ça danse bien, ça. Wow, maison, puis ça nous met dans le beat je vous mets au défi d'écouter PYT et de pas avoir envie de swinger sur votre chaise. C'est comme impossible. Ça pogne dans le corps, cette chanson. Tu vois, mon pied veut déjà danser, là, parce que c'est une excellente chanson. Voici PYT, Pretty Young Thing, Michael Jackson à Radio Unicité. C'est sûr que vous avez dansé, ne me mentez pas! C'est une autre chanson de Michael Jackson qui est un peu underrated, comme on dit, sous-estimée. Puis qui n'a pas eu tout le crédit qu'elle aurait dû avoir. C'est une grande chanson, une très bonne chanson. D'ailleurs, intéressant, Michael l'a jamais fait en live, cette tune-là. Dans ses shows. Je sais pas pourquoi. C'est super bon. Okay, je sais pas trop c'est quoi l'affaire. C'est un feel très disco qui rappelle ses albums précédents aussi, là, comme un petit peu Wanna Be Started Something. Ça groove. Oui. Il y en a plus de musique comme ça aujourd'hui. On dirait, je sais pas. En tout cas, moi, j'adore ça. Super bon. Une bonne bassline aussi, là, une ligne de bass très, très le fun dans Pretty Young Thing. Ouais. Il y a quelques artistes qui s'inspirent de Michael Jackson dans le paysage musical. Je pense surtout en ce moment à The Weeknd. Chris Brown aussi. Ouais, Chris Brown. Là, on l'aime moins, mais on feel qu'il y avait celui qui chante, voyons, comment ça, j'ai un blanc. Today I feel like doing anything. Celui qui chante... voyons, oui, ça me dit quelque chose, ça, mais là, c'est... Oui, mais tout le monde sait c'est qui, là. Attends, je vais chercher ça, là. Je vais devenir folle. Mais cherche ça pendant que je te parle un peu de... Je fais le parallèle avec The Weeknd, parce que il a sorti The Weeknd, son plus récent album, Dawn FM. Il y a beaucoup, beaucoup de succès, cet album-là. Il y a la chanson Take My Breath, il y a Sacrifice aussi. C'est un album concept. Et je pense que The Weeknd s'est grandement inspiré de Thriller pour faire cet album-là. Puis de toute façon, il le dit que Michael est quelqu'un qui l'admire énormément. Il dit même que c'est une personne qui n'est pas réelle. C'est comme un icône. En passant, c'est Bruno Mars, là. J'ai eu un méga blanc. Bruno Mars, ben oui. Mon Dieu. Ça arrive des fois des bulles au cerveau. C'est parce que tu chantais mal. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Je chantais la toune de Lazy Song. C'est ça, j'avais oublié le titre. Today I don't feel, mais je sais pas trop les paroles. J'ai jamais chanté celle-là, mais Uptown Funk, j'ai chanté ben oui, t'aurais dû chanter celle-là. Je te l'aurais dit tout de suite. Bruno Mars, ben oui. Oui. Là, oui. C'est beaucoup plus une référence que Chris Brown, là. S'il vous plaît. C'est comme tous des artistes que tu vois qui sont grandement influencés par Michael Jackson. Mais en fait, il a influencé la culture populaire au grand complet. Là, c'est lui qui a créé comme une rupture dans la musique par rapport aux vidéoclips aussi. C'est à partir de Michael Jackson que le vidéoclip a été utilisé comme outil promotionnel pour promouvoir des albums. Puis aussi comme ça a commencé avec lui que le vidéoclip a été considéré comme une forme d'art à part entière. C'est vraiment, il a créé cette rupture-là aussi, les vidéoclips que tu vois l'artiste qui danse puis qu'il y a une chorégraphie en arrière. C'est tout lui qui a parti ça. Il a parti comme une ère nouvelle. Tu sais, on l'oublie. On pense que ça a toujours été, mais non, c'est Michael qui était le pionnier, l'avant-gardiste. C'était réellement un génie, qu'on en dise qu'on veut. Tu sais, il y en a qui l'aiment pas, là, parce qu'ils croient aux médias de propagande, là, mais on peut pas nier que c'est un génie, tu sais. Peu importe, absolument. Là. On arrive maintenant, Amélie. Je pense que les gens se demandent, ben oui, il célèbre Thriller, mais on n'entend même pas Thriller, mais c'est quand même la pièce de résistance. Et pourquoi on l'a gardé pour la fin? Ben, c'était même pas pour dessert, c'était vraiment le dernier single à sortir, le 7e single à être lancé le 2 novembre 83, donc un petit peu avant, un an après. En fait, à peu près un an après, quand tu sors un single, regardez cette pièce-là. Cette pièce-là, ben, pas secrète parce qu'elle est sur l'album, donc tout le monde l'avait entendu, mais garder tout
ce qui va avec, là, dans le sens que c'est un des vidéoclips, c'est le vidéoclip le plus marquant de toute l'histoire. Donc, comment ils ont pu garder ça pour la fin? En tout cas, je t'explique ça, mon slide. Vas-y donc, Amélie. C'est parce que ça n'a jamais été supposé être un single. Parce que le label Epic, il considérait ça plus comme une chanson qu'on dit en anglais, un novelty song. Je pensais que tu allais dire le label épais. Épais. Ben, une filiale de Sony. Alors, on s'entend qu'il était épais, là, qu'on se le dise. Pour eux, c'était une tune cute, humoristique. C'était un petit peu pour ça qu'ils ont mis le titre Thriller comme titre de l'album. C'était comme marketing, mais pour eux, la tune, c'était pas sérieux, là. Donc, les exécutifs chez Epic disaient, il y a personne qui veut entendre une tune à propos de monstres, là. Qu'est-ce que vous me dites là? Ils voulaient rien savoir. Donc, à la fin de 83, quand les ventes de l'album ont commencé à descendre, un peu normal, après 1 an que tu es dans le tapis, là, il y a une époque, là, après sa performance à Motown, là, c'était à 1 million d'albums par semaine vendus, là. Sa performance épique là, à Motown. Mm-hmm. Donc là, à la fin de 83, la vente a commencé à diminuer et Michael Jackson a convaincu Epic de lancer Thriller accompagné d'un vidéoclip comme outil promotionnel, mais on s'entend un vidéoclip, m'entends-tu, là? Un petit film, un court-métrage. Alors, le clip, c'est Michael Jackson avec sa copine qui sont poursuivis par des zombies. Y a-t-il un être humain sur Terre qui a pas vu ce clip? En tout cas, si vous l'avez pas vu, là, ça fait pitié. Pour votre culture personnelle, s'il vous plaît, allez voir ça sur YouTube. Ça presse, là, parce que là, c'est comme une honte. Puis le vidéoclip de Thriller, c'est comme un peu une métaphore de la vie aujourd'hui. Les gens qui sont poursuivis par des zombies dans la rue. Moi, je suis là que je me mords toute seule. C'est l'air ridon un peu m'encourager dans les mais je suis passionné parce que moi, ce clip-là m'a vraiment pas traumatisé, mais tu sais, j'étais jeune quand même à l'époque, puis je le regardais ça là avec mes petits yeux d'enfant, puis j'étais comme oh mon Dieu, impressionnant. Est-ce que tu te rappelles que c'est long avant que la chanson commence dans le clip? On le voit marcher justement avec sa copine. Puis là, il se transforme en loup-garou. Mais ça prend du temps avant que la chanson arrive. Même là, quand ils sortent du cinéma, puis là, Michael, il chante à sa blonde, là, il marche sur le trottoir. Là c'est les couplets. Là, après ça, ils s'en vont dans le cimetière. Puis là, il y a le rap. Le gars qui Darkness falls across the land. Ah oui, mon creepy. Dieu, cette voix-là en plus. Après ça, c'est le refrain, les refrains qui embarquent. Donc la toune est toute déstructurée dans le vidéoclip, mais ça marche. Le vidéoclip a été nommé le meilleur vidéoclip de tous les temps par MTV. Ça, c'était en 99. Par VH1 et Time en 2001. C'est définitivement, en tout cas, le vidéoclip le plus célèbre de tous les temps. Puis moi, je suis d'accord que c'est le meilleur. En tout cas, moi, c'était mon plus marquant. Là. C'est une révolution aussi parce que c'est le mariage parfait entre la musique pop et le film d'horreur. Tu sais, ça va vraiment bien ensemble. Ça, encore une fois, The Weeknd s'en est inspiré sur son nouvel album Dawn FM parce qu'il joue beaucoup avec les visuels. Il fait des petits films lui aussi pour illustrer les chansons de cet album-là. Donc, c'est très précurseur de la part de Michael d'avoir fait ça. Et c'est un mariage réussi. Et moi, j'ai trippé sur la voix là. L'espèce de raconteur sur cette chanson-là, c'est la voix de Vincent Price. Et apparemment qui a écrit ça dans un taxi là. Ouais, vraiment rapidement. Can resist the evil of the thriller. Oh mon Dieu! Moi, j'avais peur de la partie qui riait à la fin. Il se tourne à la caméra avec les yeux qui se transforment. C'est mémorable. Mémorable. Dieu. Sans plus tarder, Amélie, on écoute cette pièce de résistance, cette pièce magistrale qui a marqué la musique à tout jamais. Voici Thriller de Michael Jackson pour célébrer les 40 ans de cet album incroyable. Quel rire contagieux! C'est cette partie-là qui me faisait peur. Ah, mon Dieu, juste le rire, j'avais peur. Mais il y a beaucoup même les Backstreet Boys se sont inspirés de ce vidéoclip-là, avec Backstreet's Back. Il y a plein d'artistes qui se sont inspirés du vidéoclip Thriller, et même encore aujourd'hui, là,
39 ans plus tard, disons, parce que là, c'est pas 40, c'est pas l'album, c'est le clip. 39 ans plus tard, il y a encore des gens sur YouTube qui performent la chorégraphie de Thriller. Ça fait encore partie de la culture populaire. Là. C'est fou. Franchement, des fois, on réalise pas comment que ça a été révolutionnaire dans l'histoire de la musique. Puis encore, je le répète, Michael Jackson, il a été un pionnier pour paver la voie pour les artistes noirs, pour qu'ils aient une visibilité à MTV. Là, c'est comme toute grâce à lui, ça. Et aussi, je voulais dire, le vidéoclip, Epic voulait... Epic, les épais voulaient pas financer le vidéoclip parce que ça coûtait trop cher. Là. Je pense que c'était 500 000 $ que ça a coûté. Donc, ils ont fait un documentaire making of diffusé à la télé comme ça pour que les revenus puissent financer le vidéoclip. Quand même, bonne idée. Ouais. On pourrait faire ça pour ton nouveau clip? Ouais. C'est une super bonne idée. Ou on peut demander peut-être, on fera une émission spéciale pour demander du financement. Mais moi, ça risque de coûter peut-être 1500 $. C'est un petit clip amateur. Pas amateur, c'est professionnel, mais avec les moyens du bord comparé. Juste pour donner une idée. Limité? Ben, pourquoi se limiter? On peut faire un clip à 5 000. On va faire le clip le plus cher du Québec. Le plus cher du Québec. Ish! Ben, ça doit être. C'est quoi, hein? Faudrait faire une recherche. Ouais, je serais curieux de savoir. Ouais, parce que là, on a parlé tantôt de Madonna avec Express Yourself qui a coûté des millions. Je pense, 1 million, je pense. À l'époque, là, c'était comme si c'était 10 millions aujourd'hui, mais, Black or White, ça a été 4 millions. Oh, à l'époque. Wow, aujourd'hui, oui. Ça doit être quasiment ça, comme 10 millions, quasiment. Ouais. Fait qu'au Québec, je sais pas, hein. Je sais pas qui a révolutionné le clip ici. On compte pas, mettons, Céline Dion, parce que c'est peut-être elle, là, mais mettons ouais, vraiment là, juste elle un est artiste considérée québécois. comme internationale maintenant, là. Mais oui, un artiste québécois. Peut-être là, Marie-Mé a fait des grosses productions, Marie-Mé, dans ses clips. Je sais pas. Il y avait du budget. Tu sais, il faut que ça soit sûrement un artiste de Québécois, là. Je sais pas. En tout cas, je serais curieux. Oui, à suivre. Fait qu'on mettons que c'est un clip de 50 000, ben là, il faut réussir à trouver 60 000. Mettons 51 000. Non, il y a du 100 000. Il y a du 100 000 et plus au Québec, là. Ça, je sais. 100 000 pour un clip. Oui. C'est à peine, mais avant, ça doit faire longtemps parce qu'aujourd'hui, c'est à peine si avec les ventes d'albums, tu vas faire 100 000 $. Là. Non, aujourd'hui, on fait des clips avec nos iPhones. Mais c'est ça, tu peux faire un clip pro avec un iPhone. Mais il faut quand même faut payer le réalisateur, le monteur, s'il y a des effets spéciaux, tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je peux le dire je sais pas. Mon gérant me donne-tu la permission de dire comment que ça a coûté le clip Le Monde? Ben oui, ça, si c'est pas pour insulter le réalisateur. Non, ben en fait, François Dallaire m'a fait un super prix, là. C'est parce que c'était moi, puis il aimait beaucoup la toune, il voulait m'encourager. Il a travaillé beaucoup plus que... Ouais, ça valait plus que ça, mais tu sais, il savait que moi, j'ai pas les moyens, là. J'étais une artiste qui s'autoproduit, j'ai pas d'argent, là. Donc, il était pas imbécile, il a compris. Et il m'avait chargé 1500 $ pour faire Le Monde. Donc là, il y a beaucoup d'effets spéciaux, ça vaut beaucoup plus que ça. Donc, peut-être qu'avec 2000 $, je serais capable d'avoir un super clip, mais on fera une campagne de comment on appelle ça? Sociofinancement. Voilà. Oui. On fera ça là, quand je serai prête à tourner le clip. Là. Illusion of Divine est presque prête, la chanson, puis... Oui, on sort ça en janvier, hein? Ouais. Mi-janvier je vais avoir, disons, toutes les fêtes pour me reposer, me remettre en forme et tout ça. Et puis, je vais tourner le clip si tout est possible, si l'argent arrive en janvier. Ce serait le fun! Ça serait merveilleux. Avec tes nouveaux seins. Avec mes nouveaux seins, on va montrer ça. Ben là, il y aura, tu sais, ça sera putain impressionnant, là. Pas grand-chose à montrer rendu là. Tout est dans l'énergie, tout est dans ce que tu dégages. Ça va respirer le naturel. On devrait-tu faire une petite controverse, là, tu sais, pour faire parler? Mais c'est parce que là, c'est l'affaire, Sly, on niaise, là, mais là, je reviens normal. C'est que là, on vise un peu l'international parce que, pas un peu, parce que le Québec me boude, tu sais, les radios me jouent pas, donc c'est difficile de percer, de rentabiliser nos investissements ici au Québec. Donc, on est mieux d'aller à l'international. Alors, ça vaut peut-être la peine de faire un clip qui a du bon sens, là, tu sais, un petit peu plus upgradé un petit peu.
Ben oui, puis moi, au-delà de ça, je pense que tu as le talent pour te faire reconnaître à ta juste valeur à l'international aussi. On sait que quelques-unes de tes chansons tournent en Europe, en France, en Belgique, en Suisse. Mais au Brésil? Au Brésil, Incroyable. En Angleterre, même aux États-Unis, ça a commencé à jouer un petit peu, surtout Another Day, puisque c'était en anglais. C'est sûr que du côté de l'Europe, les chansons comme Le Monde et Aide-moi ont quand même joué. Mais tu sais, même en faisant faire un remix de ta chanson Aide-moi par Phoenix Lord, t'as tourné à Los Angeles sur une station de radio qui est quand même assez grosse. Alors, rien de big moins que Michael Jackson. Je te dis, Sly, là, moi, je vais faire une Shania Twain puis une Michael Jackson de moi-même. Je veux devenir la plus grande star au monde. Mais c'est pas pour nourrir mon ego, c'est qu'une fois que je vais être la plus grande star au monde, je vais avoir beaucoup d'influence. Fait que là, je vais pouvoir influencer positivement les gens. Ah, moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas une question de bulle au cerveau, d'égocentrisme. C'est vraiment une question de laisser sa marque et de faire une différence dans ce monde qui est parfois un peu lugubre. Cruel. Mais tu sais, quand tu as une influence, les médias peuvent bien dire n'importe quoi sur toi. Tu t'en fous, tu sais. Mais voilà, quand t'es juste un petit artiste, ben là, ça fesse plus. Ça a plus d'impact. Tu sais, mettons Madonna, ta petite Madonna, là, quand même que les médias disent n'importe quoi sur elle puis la rabaisse, là, ça doit pas l'atteindre bien. Non, mais elle a quand même fait, ou son équipe, en fait, là, a fait un post sur son, en fait, une story là, sur Instagram en disant laissez Madonna vivre sa vie, cessez de l'intimider. Ben, c'est tout. Laissez tout le monde vivre leur vie. Oui. Sauf les endormis. Il faut les réveiller, eux autres. Ouais, mais dans le sens, on n'attaque pas des gens personnellement. Moi, comme mon tweet, mon gazouillis du jour, je m'intéresse aux politiciens, aux journalistes, aux médias. Mais en général, tu sais, je vais pas m'acharner sur un citoyen pour le démolir. Exact. Quelqu'un en particulier, tu sais. C'est pas, je m'attaque pas aux politiciens, là, en tout cas très rarement, mais c'est pas la même chose d'un politicien qui en a rien à foutre du petit peuple qui c'est parce que quand tu es une personnalité publique, ça vient un peu avec, mais ça ne justifie pas la méchanceté mais des gens. Les gens, ils disent Amélie Paul, c'est une personnalité publique, c'est correct, on peut bâcher dessus, mais c'est parce que je suis pas j'ai pas le mainstream ouais, mais il y a l'humain derrière, mais moi j'ai pas le mainstream derrière moi, j'ai pas le pouvoir, l'argent, tu sais, c'est pas pareil, je suis comme juste une citoyenne normale en fait là sur les réseaux sociaux, mais moi je me qualifie pas tant de personnalité publique, là. Ben, tu vas dire oui, là, parce que je suis chanteuse, mais... Ben, à 81 000 abonnés sur Facebook, je pense que tu étais sur le bord d'être quelqu'un, là. Sur le bord, là, ça sent bien. Au Québec, là, ça c'est ma petite étude de gérant, là, mais au Québec, quand tu passes la barre des 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux, faut dire que c'est énorme pour nous, là, juste les Québécois ici. Oui, c'est vrai. Alors, bon, toi, t'es quelqu'un avec pas loin de 100 000. C'est pour ça que sur YouTube, d'ailleurs, c'était le mythe du 50 000 abonnés. Quand tu atteignais 50 000 abonnés, là, tu savais que tu allais sauter bientôt, là. Ben oui, c'est un chiffre. À chaque fois qu'un influenceur québécois atteignait, Alexis, lui, il en avait plus. Je pense qu'il y avait 100 000 quand il était fermé. Mais après ça, ça a été Colin qui avait 50 000, il était fermé. Là, après ça, moi, je me dis, Seigneur, ça s'en vient, j'ai atteint 52 000, bang, ça a été fermé. C'est ça. Quand tu commençais à avoir une influence, là, et c'était terminé. Au revoir. Est-ce qu'on essaye avec Radio Unicité? Rejoignez nos réseaux sociaux. On va essayer de se rendre à 50 000. Oui, pour l'instant, on approche le 4 000. Ce serait le fun d'avoir un 4 000. On peut-tu avoir un 4 000 pour finir l'année? Let's go. On se rend à 4 000. 5 000. Il reste un mois. OK, 5 000 pour finir l'année, ça serait le fun, ça. Parlez-en à vos amis, partagez nos publications, puis on va se former un nouveau monde de plus en plus nombreux. On va se laisser là-dessus. On va terminer l'émission d'aujourd'hui
là-dessus en vous remerciant d'avoir écouté notre spécial Thriller de Michael Jackson. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait danser, que ça vous a rappelé de bons souvenirs. En tout cas, moi, c'est en plein ma jeunesse, puis c'est l'album numéro 1 dans ma collection. Amélie, à un moment donné, j'avais fait une entrevue pour un magazine sur le web qui m'avait demandé si j'allais sur une île déserte puis que j'avais un seul album à emmener. Ben, j'avais répondu ça. Thriller de Michael Jackson. Parce qu'au moins, tu sais que tu as 9 tunes. Moi, là, personnellement, il y en a juste une que j'aime un peu moins. Ben là, qu'on s'entend que c'est une bonne tune pareille, là, mais si je peux retrouver, c'est quoi le titre de cette fameuse tune-là? Attends un peu, encore, je suis perdue dans mes notes. Il y en a deux, c'est pas compliqué. Il y a Baby Be Mine qui était pas un single, mais celle-là, je l'aime. C'est drôle parce que c'était la chanson numéro 2 de l'album. Puis la 3, c'était The Girl Is Mine, tu sais. Baby Be Mine, The Girl Is Mine. Ah, Seigneur, OK? C'est la numéro 9 que j'ai moins aimée de Lady in My Life. C'est quand même une bonne tune, mais c'est moins ma tasse de thé. Cela dit, ça te fait 8 bonnes tunes à écouter en boucle pour la fin des temps. Ouais. Et moi, j'aimais ça parce que c'est un album où tu retrouves un peu de spiritualité, tu retrouves du surnaturel, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et ça, c'est toutes mes passions. Alors, j'ai vraiment... Ça, c'est un album très, très précieux. Alors, donnez-nous vos commentaires. Avez-vous aimé ce spécial? Et quelle est votre chanson préférée de cet album-là? Je suis curieux de vous lire. J'adore aller vous lire sur nos réseaux sociaux. C'est encore le moment et c'est le blitz final pour devenir VIP. Je le répète avant de se quitter parce que je veux clore ce dossier-là demain, vendredi. Je veux remettre tout ce qu'il faut à Ghislaine, notre adjointe, pour qu'on puisse faire la fête avec vous le 1er décembre. C'est notre party de lancement. Alors, si vous voulez nous encourager, vous pouvez faire un virement de 250 $ au courriel vip@unicité.ca avec la réponse à notre petite question lancement. Comme ça, on va bien vous identifier et vous allez recevoir une tasse, un T-shirt, un accès VIP à notre nouveau site web qui va paraître en janvier. On a une nouvelle programmation qui va sortir en janvier. Vous avez également un rabais à la boutique d'Unicité si vous voulez vous procurer d'autres produits dérivés. Donc, tout ça est exclusif à vous, chers membres VIP, pour nous appuyer. On a des dépenses mensuelles à payer pour continuer de vous divertir. Et puis, on espère aussi donner un peu de sous à nos collaborateurs, nos animateurs qui travaillent très fort pour vous divertir. Alors, vous pouvez faire une grande différence dans notre nouveau monde en encourageant votre radio Unicité. Oui. Je veux pas oublier de mentionner que ce soir à Radio Unicité, c'est le Radio Sexy Lounge avec Linda Bisson. C'est tellement intéressant les sujets dont elle aborde et les invités qu'elle reçoit. Et ce soir, c'est André Harvey. C'est un auteur, conférencier qui œuvre dans le domaine du ressourcement. Plusieurs vont sûrement le reconnaître. Ils vont parler du déni de son orientation sexuelle qu'il a eu pendant plus de 20 ans. Alors, faut le faire, là, cet homme-là est marié. Hein? Ben, quelle horreur de se renier, de se questionner pendant aussi longtemps. 20 ans à être dans le garde-robe. C'est quelque chose. Alors écoutez, ça c'est assez passionnant. Linda Bisson sera aussi au Salon du Livre de Montréal, au Palais des Congrès, les 24, 25 et 26 novembre. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Ben vous le savez, Linda est auteure. Alors c'est pour son livre Délices érotiques pour l'âme qui est paru aux éditions Béliveau. Alors si vous voulez une belle copie autographiée de ce livre-là, qui est vraiment un délice pour l'âme, ce sont ses expériences racontées magnifiquement par Linda Bisson. Alors, vous pouvez aller prendre une photo avec elle, lui jaser un petit peu. Elle sera au Salon du Livre les 24, 25, 26 novembre. Donc, dans quelques jours, vous pouvez consulter sa page Facebook pour les heures et son numéro de kiosque. Là, allez voir Linda Bisson sur Facebook. C'est tellement une gentille femme, une belle âme, un cœur pur. J'ai bien aimé la rencontrer, Linda Bisson. Oui, elle est tellement gentille. Hey, ouais. Peux-tu croire que moi, ça fait plus de 10 ans que je connais cette femme-là? Ah, c'est fou, ça! Moi, je l'ai connue cet été. Je crois que ça fait pas longtemps. Ouais. Elle était Mais venue à comment un ça, lancement. tu la connaissais? Ah, un lancement?
Oui, ben en fait, à un moment donné, moi, je travaillais beaucoup en collaboration avec Sandra Paré, qui était mon associé, mon bras droit. On était les meilleurs amis. On est toujours les meilleurs amis du monde. Ça fait presque 30 ans que je connais cette femme formidable. Et on avait travaillé sur un dossier, puis Linda travaillait avec nous, avec Sandra dans l'équipe, puis on avait fait un lancement d'un artiste. Puis ça m'avait permis de la rencontrer, de la connaître. Et depuis ce temps-là, ben, on est restés amis. Ah ben, voilà la petite histoire avec Linda Bisson. Ben là, on est en train de déborder comme toujours. On déborde. Je vais juste terminer avec une mini-citation. Ben, c'est pas une citation pantoute, c'est une phrase que j'ai vue en faisant mes recherches de quelqu'un là, qui a commenté ça à quelque part. J'ai trouvé ça trop beau. C'est en anglais, donc en français, c'est peut-être moins coquin. C'était très beau en anglais, mais en tout cas, ça dit « Dans un monde avec plein de musiciens qui font de la musique, Michael Jackson, lui, faisait de la magie. » J'ai trouvé ça joli. Mon Dieu, que ça me convient bien. J'adore ça. Non, mais j'adore ça. Je m'ai moi-même fait une chanson qui s'appelle Abracadabra. Ben, tu vois. Parce que j'aime mettre de la magie dans ma vie, dans mon quotidien. Ah, wow. Ben, ça termine bien cette émission. Merci infiniment, Amélie, pour ta belle recherche sur l'album Thriller de Michael Jackson. J'ai vraiment adoré décortiquer chacun des extraits. Mon Dieu, que t'es d'une aide très précieuse. Ça mérite un lait d'avoine. J'en ai un, t'inquiète pas. Ah oui. Ah ben, tu sais, il faut le payer, ce lait-là. Si vous voulez encourager Amélie, vous pouvez lui acheter un lait d'avoine et le lien est sur son site internet ameliepaul.com. Ou /appel.com, on peut y acheter un café. D'ailleurs, tu devrais mettre nos liens sur unicité.ca. Oui, j'ai pas le temps. Non, je sais. Ben, c'est ça, si vous voulez nous encourager personnellement, des fois, parce que l'argent pour la radio, ben, ça va pour la radio, c'est pas vraiment dans nos poches, là. Fait que, dans le fond, on vit d'amour et d'eau fraîche en ce moment. Oui, et si on n'est pas là lundi, c'est parce qu'on est mort de faim. On est mort. Moi, je me nourris au lait d'avoine. Hey, soyez-y, j'espère qu'on va être là lundi. Lundi avec Blue Jeans Bleu. Oui, Bleu Jeans Bleu en entrevue pour souligner leur nouvel album Top Minou. Sors ton coton ouaté parce qu'il fait de plus en plus froid. C'est sûr que je vais avoir mon coton ouaté. Là, j'espère bien. On se retrouve lundi à Du Coq à l'âme et en fin de semaine, ben ne manquez pas notre belle programmation à Radio Unicité pour vous faire danser, pour vous rappeler de bons souvenirs. Vous pouvez toujours faire vos demandes spéciales également si vous voulez entendre une chanson que vous aimez. Vous écrivez sur nos réseaux sociaux et on va essayer de réagir très rapidement pour vous faire plaisir. Merci encore une fois à tous d'avoir été là et à lundi. Merci Amélie. Merci, bonne fin de semaine. Bye.